chers auditeurs, est-ce que vous connaissez le scientifique en chef? Peut-être que vous ne savez pas que nous avons un scientifique en chef du Québec et nous avons l'honneur de le recevoir aujourd'hui. Il s'agit de M. Rémi Quirillon, qui est le scientifique en chef du Québec qui a été nommé en 2011. Donc, avant de débuter l'entrevue avec M. Quirillon, je voudrais vous faire part de son parcours très impressionnant. Alors, M. Quirillon a obtenu un doctorat en pharmacologie de l'Université de Sherbrooke en 1980 et il a effectué un stage postdoctoral au National Institute of Mental Health aux États-Unis en 1983. Il est l'auteur de plus de 750 publications dans des revues scientifiques reconnues et il est l'un des chercheurs en neurosciences les plus cités dans le monde. Il est récipiendaire de nombreux prix et distinctions, dont l'Ordre national du Québec, Chevalier du Québec, en 2003, qu'il a reçu ce prix. Il a aussi reçu le prix Wilder Penfield des Prix du Québec en 2004 et l'Ordre du Canada en 2007. Il est membre de la Société royale du Canada et a également été intronisé au Temple de la renommée médicale canadienne. En 2015, il a été promu officier dans l'Ordre des Palmes académiques de la République française, une distinction remise par le gouvernement français qui reconnaît ainsi son apport au développement des relations franco-québécoises en matière de recherche. Jusqu'à sa nomination, M. Quirillon était vice-doyen aux sciences de la vie et aux initiatives stratégiques de la Faculté de médecine de l'Université McGill et conseiller principal de l'université en recherche en sciences de la santé. Il était également directeur scientifique du Centre de recherche de l'Institut Douglas, professeur titulaire de psychiatrie à l'Université McGill et directeur exécutif de la stratégie internationale de recherche concertée sur la maladie d'Alzheimer des Instituts de recherche en santé du Canada. Le professeur Quirillon fut le premier directeur scientifique de l'Institut des neurosciences, de la santé mentale et des toxicomanies, un des 13 instituts de recherche en santé du Canada, et nous verrons qu'il s'intéresse aussi aux travaux des impatients en fin de balado. Donc, M. Quirillon, bonjour. Bonjour, bonjour, et c'est beaucoup. Oui, mais c'est votre parcours, hein? C'est vous, effectivement, c'est très impressionnant comme parcours. Est-ce que pour nos auditeurs qui peut-être entendent parler pour la première fois du scientifique en chef, vous pouvez expliquer quel est votre rôle, quelle est votre mission? Oui, le rôle du scientifique en chef est d'aviser le gouvernement du Québec en matière de recherche et d'innovation. Donc, c'est dans tous les secteurs. Lorsque c'est dans le domaine des neurosciences, de la santé, c'est un peu plus facile pour moi. Mais ça peut être aussi sur les changements climatiques, l'exploration minière, les inondations et même les pitbulls. Oh! Qu'est-ce que je connais sur les pitbulls? Pas énormément beaucoup, mais j'ai quand même une équipe qui travaille avec moi, qui peut m'aider à donner des avis au gouvernement et par la suite les élus, les politiciens vont décider. Ça, c'est un des premiers mandats. Le second mandat, je préside les 3 fonds de recherche du Québec dans les 3 grands domaines de recherche, la santé, sciences et génie, et aussi ce qu'on appelle société-culture, donc sciences sociales, sciences humaines, éducation, art et culture. Et finalement, beaucoup de représentation à l'international de la recherche qui se fait ici au Québec. Donc, est-ce que dans le cadre de votre fonction, vous vous intéressez aux enjeux environnementaux? Je comprends que oui, compte tenu de ce que vous venez nous dire, puis sous quel angle? Oui, pour nous, c'est pour la recherche au Québec. On a beaucoup de chercheurs qui s'intéressent à l'environnement, au changement climatique. Et ce qu'on essaie de faire maintenant, c'est peut-être changer le modèle un tout petit peu. Oui, bien sûr, on a besoin d'experts en hydrologie, on a besoin d'experts en climatologie, mais on a besoin aussi d'experts en santé, on a besoin d'experts en sciences sociales, sciences humaines. Donc on essaie de mettre tout ce monde-là ensemble sur des projets de recherche qu'on appelle intersectoriels. Donc c'est vraiment là, de briser les silos entre facultés, entre départements, entre disciplines, peut-être pour amener de nouvelles solutions de recherche en termes de développement durable, en termes de climat et d'environnement. En brisant les silos, justement, on cherche à atteindre les 3 dimensions du développement durable. Et ça, c'est très, très, très important. C'est pas que ça a été fait, c'était mal fait avant, pas du tout. Je pense qu'on est rendu ailleurs maintenant et on a suffisamment de connaissances dans plusieurs secteurs pour essayer d'amener ça ensemble. C'est pas facile, mais c'est un peu, je dis souvent, c'est apprendre le langage de l'autre. Ici,
on n'est pas, par exemple, entre sciences humaines et génie, on n'est pas nécessairement, la comparaison ne serait pas l'anglais et le français, ce serait l'anglais et le mandarin. C'est apprendre le langage de l'autre, mais lorsqu'on commence à comprendre le langage de l'autre, ça peut nous amener tellement plus loin. Et la jeune génération veut aller vers ça. Le langage et la culture aussi. Hein? La façon de faire. Quels sont les constats que vous faites en ce moment sur la question des changements climatiques et d'autres enjeux environnementaux? C'est certain que c'est planétaire, global. Il y a beaucoup de grandes conférences à travers le monde, les COP de ce monde et autres, beaucoup de réunions aux Nations Unies, l'UNESCO. Personnellement, je commence peut-être à être un peu biaisé en me disant que la solution ne viendra pas de là. Oui, ça prend probablement les grands objectifs de développement durable, probablement que ça prend ça pour amener les hauts dirigeants à dire OK, il faudrait s'occuper de ça. Vers des cibles aspirationnelles. Mais de plus en plus, je pense que ça va venir du citoyen ordinaire. Ça va venir moins de gouvernements supranationaux ou même nationaux, mais de plus en plus des municipalités, des villages et des régions. Si le citoyen dit « ça m'appartient, oui, il y a un impact sur moi, je veux que ça arrive », le politique va suivre, va être obligé d'écouter, va être obligé de suivre. Donc, vraiment de donner un peu plus de pouvoir à la société civile, de s'engager. Je pense que vraiment les jeunes sont là, de plus en plus le commun des mortels est là. Donc maintenant, il s'agit de tout mettre ça ensemble pour avoir des gestes concrets qui vont nous amener beaucoup plus loin que on est maintenant, parce qu'on est en retard. Et donc, vous devancez un peu la question que je voulais vous poser. Je voulais vous demander, est-ce que vous allez assister à la prochaine conférence des partis, la conférence internationale sur les changements climatiques, la fameuse COP 25, qui se tiendra au Chili au mois de décembre. Puis, si jamais vous y allez, ou même si vous n'y allez pas, qu'anticipez-vous en termes d'évolution sur la question des changements climatiques à cette conférence internationale? Non, je ne serai pas présent. J'avais participé à la conférence de Paris. Et je pense qu'une fois, peut-être aux 5 ans, mon biais, ça serait peut-être suffisant, faire ce genre de grand-messe-là. Annuellement, c'est un peu toujours le même monde qui se rencontre. Il y a des beaux discours, mais de concret, moins. Donc, je pense que d'investir ce temps-là pour avoir des actions concrètes ici, par exemple, au Québec, je pense que la même chose aux États-Unis ou en Europe ou en Asie, à moyen terme, on a des résultats plus concrets que ce genre de grands-messes-là qui deviennent, oui, des grands objectifs, mais peut-être un peu vides en termes de très concrets, de gestes très concrets. Puis est-ce que je me trompe, mais vous relevez du ministre de l'Économie et de l'Innovation. Et donc, comment voyez-vous le rôle de l'innovation au Québec? C'est sûr qu'il reste du travail à faire. On est très, très bon en recherche fondamentale, jusqu'à un certain point, recherche appliquée. D'aller jusqu'au bout en termes d'innovation et de commercialisation. C'est pas seulement au Québec, là, au Canada, c'est un peu on est un peu en retard par rapport à d'autres régions du monde, comme si on peut penser à la région de Boston, par exemple, ou la Suisse, ou les pays scandinaves, ou la Corée du Sud. Donc, il faut maintenant aller un peu plus loin et aider les jeunes, surtout les jeunes maintenant sont beaucoup plus entreprenants, les jeunes hommes, les jeunes femmes, en disant je sais que j'aurais peut-être pas, je fais de la recherche, j'ai fait de la recherche, mais j'aurais probablement pas de poste à l'université, parce qu'il y en a pas beaucoup, mais j'en veux pas vraiment non plus. Je veux créer ma propre compagnie. Donc, il y a de plus en plus ce genre d'activité-là. Excusez-moi. J'aurais dû vous apporter de l'eau, je suis désolée. Pas de problème. Et on essaie de stimuler ce genre de jeunes entrepreneurs-là pour vraiment créer leur compagnie, aller un peu plus loin, commercialiser le tout. Et hier, vous avez peut-être vu dans les journaux, il y avait une conférence à Trois-Rivières, plusieurs des ministres qui étaient là pour dire économie et environnement, ça va ensemble, ça devrait aller ensemble. Il y a beaucoup moins d'opposition et ça aussi, on peut travailler. Oui, c'est dans le cadre de la fameuse tournée que 4 ministres ont entreprise pour entendre ce que les citoyens et les entrepreneurs ont à dire sur le plan d'électrification et de changement climatique. Et à ma connaissance, hier, c'était à Trois-Rivières. De quelle façon le milieu scientifique, justement, peut contribuer à cette innovation? Comme vous dites, c'est en stimulant ces jeunes qui veulent démarrer leur entreprise? Oui, et aussi de plus en plus en reconnaissant que c'est légitime de penser à ça comme carrière et que oui, on peut créer notre compagnie sur des idées qu'on a lors de projets de recherche à l'université. Peut-être que la première fois, ça ne fonctionne pas,
Mais on va apprendre de tout ça. On va essayer d'en créer une deuxième. Ce qui nous manque peut-être un peu ici au Québec, au Canada, c'est que lorsqu'il y a un premier échec, souvent ça s'arrête là. C'est ce qu'on voit le modèle israélien. Il y a un premier échec, tu apprends de ça, tu fais un deuxième, peut-être un deuxième échec, puis après ça, une troisième fois, ça va marcher. Là, tu vas créer une structure qui va avoir un impact en économie, pas seulement économie en termes d'emploi, mais aussi en économie sociale. Nos jeunes sont de plus sensibles à tout ça, on va donner à la société ce qui est très bienvenu. Donc, on a de l'éducation et de la sensibilisation aussi à faire auprès de ces jeunes pour leur dire que si jamais ils ont un échec, c'est pas la fin du monde. Ils peuvent reprendre. Oui, ça aussi. Et aussi au niveau de la société, de rendre ça plus acceptable. Pas être gêné d'avoir eu un échec la première fois. Oui, effectivement. Puis, comment voyez-vous la collaboration entre le privé et le milieu scientifique? Est-ce que vous pensez qu'il y a une collaboration possible ou si au contraire vous pensez qu'il doit toujours avoir une distance entre le privé et le milieu scientifique? Non, je pense qu'il y a de plus en plus de collaboration entre le secteur privé dans tous les secteurs, que ce soit en santé, que ce soit du côté de l'informatique, l'intelligence artificielle, en environnement. Donc il y en a beaucoup, mais il y a des balises. Donc on signe des contrats, il y a des règles à respecter, des règles d'éthique, de conduite responsable en recherche, à qui appartiennent les résultats. Donc tout ça, chaque université, c'est un peu différent d'une université à l'autre, mais quand même, il y a de plus en plus de balises. Je pense qu'en général, c'est bien fait. Donc je pense qu'on doit valoriser ça aussi. Là. Ça peut être les chercheurs dans l'université qui ne veulent pas en faire, c'est correct aussi. Il y a quelqu'un qui veut avoir des partenariats avec le privé. Il faut essayer d'aider de ce côté-là. Puis, comme je le disais précédemment, il y a une tournée en ce moment par 4 ministres à travers le Québec pour discuter du nouveau plan d'électrification et de changement climatique, voir un peu comment les gens perçoivent le tout. Puis ça, c'est une des structures, mais il y a une autre structure aussi qui a été mise en place par le ministre de l'Environnement lorsqu'il l'a annoncé au mois de juin, qui est la mise en place de 5 groupes de travail pour formuler des recommandations d'ici le mois de novembre, encore là, pour l'élaboration du plan d'électrification et de changement climatique. Et l'un de ces groupes de travail porte sur l'électrification des bâtiments, des transports et des procédés industriels. Et donc, je me demandais si vous pensez que le milieu scientifique peut aider aux entreprises qui ne sont pas encore en mesure de convertir leurs procédés vers des procédés d'électrification. Comment le milieu scientifique pourrait aider ces entreprises? Il y a plusieurs jeunes ingénieurs à l'École des technologies supérieures à Montréal, par exemple, à la Polytechnique, à l'Université Laval, qui travaillent dans le domaine, par exemple, de batterie, qui travaillent dans de nouvelles façons d'électrifier. Ça coûte moins cher d'électrifier sa compagnie. Donc, il y a déjà il y a un tissu assez riche de ce côté-là dans nos universités. Beaucoup de jeunes doctorants très entreprenants qui ne demandent pas mieux que de travailler avec les petites et moyennes entreprises pour faciliter ce transfert-là. C'est vrai du côté d'électrification des transports, électrification de notre économie, mais aussi c'est vrai du côté de l'intelligence artificielle. Donc là aussi, du côté numérique, des fois, il y a un peu une certaine crainte, les petites compagnies n'ont pas nécessairement les moyens, mais les jeunes sont prêts à aider. Donc ces ponts-là, et nous, au Fonds de recherche du Québec, on essaie d'aider un peu les jeunes, ce genre de maillage entre le secteur privé et le secteur public. Et est-ce que ça se fait aussi pour la grande entreprise? Est-ce qu'il y a des travaux de recherche? Oui, il y a beaucoup de liens avec de très grandes entreprises dans plusieurs secteurs, dans le secteur des sciences de la vie, de pharmaceutique, de très grandes compagnies au niveau, par exemple, du numérique, intelligence artificielle avec IBM et autres, ici à Montréal, Elementia, donc ça en fait beaucoup. C'est sûr que les besoins d'une très grande compagnie sont un peu différents des besoins de la PME, des petites et moyennes entreprises, qui eux sont plus, oui, on veut faire le transfert, mais on ne sait pas trop comment. Les très grandes entreprises, souvent, ont des moyens, des questions très pointues. Ils veulent répondre à des problèmes qu'ils ont à l'intérieur de leur grande compagnie pour accélérer peut-être le développement de nouvelles façons de faire. Donc, eux arrivent avec des questions beaucoup plus précises que la petite compagnie qui, elle, ne sait pas trop par quel bout ramasser tout ça. OK. Donc, l'électrification des grands procédés industriels de grandes entreprises, c'est aussi du travail qui se fait. Il y a beaucoup par exemple, dans la région du Saguenay, avec l'aluminium, production d'aluminium vert, il y a beaucoup de collaboration entre l'université là-bas, le cégep là-bas, les centres de transfert technologique et les compagnies de production d'aluminium pour essayer d'améliorer tous les processus. Ça se passe assez bien. C'est comme ça qu'on va y arriver. Oui. Et puis, ma dernière question, avant que nous passions à nos questions plus ludiques,
Ma dernière question, c'est est-ce que la fonction de scientifique en chef, elle n'existe qu'au Québec? Ou elle existe ailleurs au Canada ou dans d'autres pays? Non, il y en a dans d'autres pays. Moi, j'étais le premier au Canada, donc il y a 8 ans. L'Ontario a eu une scientifique en chef pendant environ 6 mois. Lorsque le gouvernement Ford a été élu, lui a dit « Moi, j'ai pas besoin de la science ». Donc, il a aboli le poste. Le gouvernement Trudeau a créé un poste de scientifique en chef. Le rôle de Mona Nemer, qui est la scientifique en chef, est un peu différent du mien. Elle n'a pas de rôle au niveau des conseils subventionnaires, mais quand même, ça se ressemble un peu. Et le modèle, au point de départ, est un modèle britannique. Ça existe depuis une cinquantaine d'années en Angleterre. Donc, ça fait très longtemps qu'on dit quelqu'un qui se rapporte au gouvernement en termes de recherche et innovation. Donc, c'est un modèle, je dirais, un peu plus Commonwealth. Oui. Et du côté francophone, je suis seul. Il n'y en a pas en France, il n'y en a pas en Belgique, il n'y en a pas en Afrique, les pays d'Afrique francophone. Donc, on essaie maintenant, j'essaie de travailler avec des collègues, en particulier en Afrique, pour peut-être donner un peu de formation en termes de comment conseiller les gouvernements, les élus en termes de recherche et innovation, et aussi ce que les hauts fonctionnaires et les élus ont besoin. C'est quoi le type de questions auxquelles ils voudraient que la science réponde? On travaille avec eux pour répondre à certaines questions. Donc on est beaucoup là-dessus à l'international aussi. Puis je pense à ça parce que vous avez parlé de la France, d'autres pays. Alors juste avant qu'on passe à nos autres questions, avant que nous débutions l'entrevue, vous me dites peut-être que vous vous intéressez aussi, je crois, à l'économie circulaire. Est-ce que vous en parlez un petit peu? C'est certain que, oui, de plus en plus, lorsqu'on pense à environnement, développement durable, peut-être changer les façons de faire. Et là, les différents aspects d'économie circulaire deviennent de plus en plus importants. Les fonds de recherche financent quelques regroupements dans le secteur de l'économie circulaire, et c'est bien. Mais je pense qu'on est en arrière globalement au Québec et au Canada, donc on a du rattrapage à faire de ce côté-là. Et moi, j'aimerais bien que dans les futures zones d'innovation du gouvernement du Québec, ces zones d'innovation-là pensent à l'économie circulaire, au développement de l'économie circulaire dès le début. C'est d'insérer dès le début du projet, secteur privé, secteur public, pour vraiment changer les façons de faire. Changer oui, c'est ça, c'est la façon de faire au niveau manufacturier ou autre. Dans tous les secteurs. Oui. Donc, nos questions ludiques, maintenant, comme vous savez, nous nous sommes inspirés de l'animateur de l'émission Apostrophe à l'époque, Bernard Pivot, en adaptant bien sûr quelques questions. Donc, la première question, c'est quel est, selon vous, le mot, peut-être pas selon vous, mais quel est finalement votre mot préféré dans le vocabulaire du développement durable? Jeune. Ah! C'est intéressant. C'est un peu particulier, c'est intéressant. mais je pense que ça va arriver dans la jeunesse, dans la nouvelle génération qui disent aux parents non, faites pas ça, il ne faut pas faire ça comme ça. Et les changements de mentalité vont venir beaucoup des jeunes, de la nouvelle génération, des enfants, des jeunes adolescents, beaucoup plus. Donc je pense que ça, c'est un mot que j'aime beaucoup, le secteur du côté environnement et développement durable. Bravo. Et quelle est la personne qui vous inspire le plus en développement durable? Ça, c'est un peu plus difficile. Je dirais presque aucune. Ah, c'est vrai? De savoir un peu. C'est décourageant. De savoir un peu. Peut-être s'il y avait quelqu'un, c'est pas une personne, ça serait encore une fois la jeunesse. Ah oui. C'est-à-dire qu'ils le font souvent sans trop d'a priori, sans trop penser en arrière, qu'est-ce que ça va me redonner, moi, éventuellement, personnellement, comme ancien ministre, ancien premier ministre, ancien président, quoi que ce soit. Je pense que c'est plus ça, c'est un genre de modèle où je pense que personnellement, je peux apprendre beaucoup de ces jeunes-là et je pense que la société en général, on devrait les écouter davantage. Inspirant. Et sur une échelle de 1 à 10, où croyez-vous que le Canada en est en termes de développement durable? 4-5. Pas plus que ça. Pas vraiment beaucoup plus. On a des avancées au Québec, en particulier bien sûr avec l'hydroélectricité, ça nous donne un bon positionnement. Mais après, de faire des gestes plus concrets pour diminuer l'impact des changements climatiques dans la société, le développement durable, c'est lourd, c'est difficile. Donc, je pense qu'on a beaucoup à faire encore. Donc, il faut donner des objectifs ambitieux et se donner les capacités de réussir en impliquant la société civile.
civile, vraiment aller au niveau des citoyens et les engager dans ce mouvement-là. Là, on pourrait améliorer beaucoup. Si ça reste trop théorique et stratégique, Puis, quelle est, d'après vous, la réalisation ou de quoi on devrait être le plus fier au Canada? C'est sûr que, encore une fois, si on parle particulièrement au Québec, l'hydroélectricité, c'est un avantage énorme. Ça n'a peut-être pas pensé de cette façon-là au point de départ, c'était plus du côté économie, mais ça donne un avantage énorme. C'est sûr qu'au niveau canadien, en termes de qualité de l'air encore, même l'eau, c'est quand même très très bien. On a quand même réussi à protéger tout en jouant des fois de façon un peu à contrario. Là, on fait une avancée d'une certaine région du pays et de l'autre un peu moins. Donc ça reste difficile. Mais c'est vraiment l'aspect d'avoir de l'hydroélectricité ou de moins en moins de pollution. On a éliminé de charbon quand même dans plusieurs régions du Canada depuis très longtemps. Ça aussi, c'est une avancée très, très positive, mais il faut faire encore plus. Oui. Puis, entre un animal, une plante ou un arbre, en quoi souhaiteriez-vous être réincarné si c'était possible? Un paresseux. Eh oui! Je suis obligé j'aime beaucoup ce que je fais et ça demande quand même pas mal. C'est des longues heures de travail, mais en même temps, au point de départ, je pense bien, j'aimerais rester dans mon lit. Donc, voir le paresseux C'est beau! qui a les moyens de rester tranquille là, sur son arbre. C'est joli comme C'est peut-être un genre de souhait, mais ça n'arrivera pas. C'est joli. Et vous avez sûrement remarqué l'élégance de M. Quirion. Et j'ai remarqué, bien sûr, son foulard à la poche lorsqu'il est arrivé, mais j'ai aussi remarqué l'intérieur de sa doublure que je trouvais... Je voulais la montrer parce que je trouve ça super joli, mais je vais lui laisser expliquer parce que je trouvais ça beau, comment tout ça est arrivé pour lui en encourageant l'œuvre des impatients. Alors, je vous laisse en parler. Oui, c'est un jeune couturier montréalais, Nathan Chong, qui est sur la rue Sainte-Catherine, au centre-ville de Montréal. Et Nathan a commencé à produire, à faire des costumes et il s'est intéressé à redonner à la société. Ce qu'on voit assez souvent, c'est les jeunes entrepreneurs. Et là, il est entré en contact avec les impatients. Les impatients, c'est des ateliers d'art, que ce soit musique, peinture, sculpture, pour les personnes qui souffrent de problèmes de maladie mentale. C'est pas nécessairement curatif, mais ça fait du bien. Donc les gens vont là, produisent des tableaux, etc. Est-ce que l'État le fait? Il discute avec les impatients, OK, est-ce que je peux d'aider la cause des impatients. Et en même temps, ça donne un certain look. C'est très particulier comme costume et j'espère que succès. C'est une belle idée aussi. Très original. Très élégant. Monsieur Quirion, ça fait un plaisir d'échanger avec vous aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté. Merci.